En Afrique, le taux de bancarisation est l'un des plus faibles au monde, moins de 20%. Ce faible taux signifie que la majorité des Africains sont exclus du système financier classique, mais un tel état de fait signifie aussi du coup que la croissance économique régionale est pénalisée malgré la pénétration du mobile banking sur le continent. Durant ces dernières années, ce sont plus de 200 millions d'Africains qui ont désormais accès aux services financiers numériques. Ce développement n'est pas sans risque au regard des failles sécuritaires donnant lieu à de nombreuses attaques. Au total, le continent a accusé une perte de 3,5 milliards de dollars pour l'année 2017 selon les spécialistes. Entre bancarisation, développement et confiance, la finance digitale est désormais un enjeu majeur du développement numérique par l'inclusion économique et financière. Et justement, on aborde ces enjeux dans ce numéro spécial de votre magazine Éco-Débat. Bonjour ou bonsoir à tous, c'est selon. Soyez les bienvenus. Avec nous ici en studio, Gilles Réan, Senior Advisor Business Innovation chez HPS. Merci d'être avec nous. Bonjour Stéphane, merci de m'avoir invité. Et avec nous en studio, Monsieur Olivier Gène, vous êtes le directeur général de Uniskip Group. Merci encore d'être avec nous. Merci à vous, bonjour. Bonjour. Alors, messieurs d'entre deux jeux, HPS, Uniskip, c'est quoi exactement Uniskip? Alors Uniskip, c'est une start-up, une fintech qui mélange à la fois la finance et la technologie. Notre objectif, c'est d'apporter un porte-monnaie électronique aux particuliers, leur permettant de stocker de l'argent, transférer de l'argent, payer, et un logiciel de caisse aux professionnels, secteur formel et informel, leur permettant d'encaisser et de proposer des solutions de financement, paiement en plusieurs fois, paiement partagé, paiement récurrent à leurs clients. À leurs clients, HPS, vous évoluez dans ce secteur aussi? Alors, de manière indirecte, effectivement, oui. HPS, nous sommes une marque blanche, donc nous sommes très peu connus du grand public parce que nos clients sont aujourd'hui les institutions financières et les banques. Nous fournissons de la technologie de paiement électronique, soit directement à exploiter par les banques, soit directement exploité par nous, de façon à permettre aux institutions financières de tout type de mieux servir leurs clients et leurs clientes pour leur permettre un paiement sécurisé et un paiement simple à effectuer. Alors justement, depuis quelques années, on voit vraiment l'essor de cette catégorie d'entreprises. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas des concurrents des banques classiques ou bien vous intervenez en tant que partenaire? Où est-ce que vous vous situez? Je réponds, j'y vais. Non, nous ne sommes pas des concurrents des banques. Aujourd'hui, le marché, le continent est au début de sa révolution digitale. Les banques, on en parlait tout à l'heure, ont des taux de bancarisation très très faibles. 80% de cette population est à bancariser. Pour les bancariser, il faut passer par des solutions qui sont des solutions premières, des solutions primaires, qui vont leur permettre d'accéder à des services, d'accéder à une connaissance de services qui leur permettra de se bancariser dans quelques années. Je pense que nous sommes tous vers le même combat, c'est d'arriver à l'inclusion financière par l'éducation financière. Si les banques avaient réussi, aujourd'hui, on ne parlerait pas de problématiques de bancarisation. Donc, on est là pour aider quelque part les banques. Et ensemble, je pense qu'on peut réussir à faire quelque chose d'extraordinaire. HPS intervient aussi sur ce secteur ou bien vous vous positionnez véritablement en tant que financeur? Alors nous, on est vraiment fournisseur de technologie, on est partenaire des banques et des fintechs. On leur fournit la technologie pour pouvoir aider justement à cette bancarisation, à cet accès des services financiers sur la population africaine. On travaille actuellement avec 6 banques de Côte d'Ivoire, on travaille avec un tiers de notre chiffre d'affaires est fait sur le continent africain, mais je rejoins M. Gène effectivement sur l'idée que les fintechs ne sont aujourd'hui pour leur très grande majorité pas concurrents des banques, mais fournissent un service qui est complémentaire pour des populations qui ne sont pas forcément exactement les mêmes, et on l'a vu depuis l'arrivée de la monnaie électronique en Afrique en 2007, donc il y a maintenant 15 ans, ces fintechs-là ont permis de démocratiser l'accès aux services financiers, en partenariat bien sûr également avec les institutions de microfinance, pour permettre à ce que de plus en plus d'Africains et d'Africaines aient accès à des services financiers électroniques. Alors justement, ces systèmes viennent en quelque sorte faciliter la vie des populations, mais derrière toutes ces innovations, il y a la question sécuritaire. On a vu beaucoup de cyberattaques au niveau du mobile money, on voit ces arnaques qui se font. Est-ce que le volet sécuritaire est une de vos priorités? Comment est-ce qu'on peut arriver à fiabiliser vraiment les applications fintech? Alors,
100% d'accord avec vous, on ne peut pas faire du paiement électronique sans qu'il y ait une énorme couche de sécurité qui est derrière. Il y a beaucoup de certifications, beaucoup de régulations qui imposent de prendre les mesures nécessaires pour protéger les systèmes d'information, pour protéger les données qui sont échangées, que ce soit alors des paiements qui soient effectués par carte pour les populations bancarisées ou des paiements qui sont effectués par des applications mobiles pour la mobile money. Chez HPS, pour nous, la sécurité est quelque chose qui est critique et on cherche toujours à trouver avec nos clients le meilleur équilibre entre une expérience utilisateur fluide et simple et une expérience utilisateur sécurisée, donc trouver le soft spot si vous voulez pour pouvoir réussir à faire les deux. Nécessairement, le monde de la monnaie électronique étant peut-être un petit peu plus jeune que le monde de la carte, il y a peut-être eu quelques erreurs de ce côté-là et il faut que les certifications, que les standards soient suivis pour pouvoir justement permettre d'éviter qu'il y ait des piratages qui vont nécessairement nuire à la confiance qui est très très difficilement acquise par ces acteurs-là auprès des populations. Et dans le monde de la carte, il y a des certifications, notamment je pense à la certification PCI DSS qui existe depuis quelques années, qui garantit que les données qui sont échangées le sont de manière sécurisée et confidentielle. Et effectivement, on appelle, je sais qu'il y a le GSMA qui est intervenu sur le Next FinTech Forum qui s'est terminé il y a quelques jours à ce sujet en parlant de ses propres standards et certifications qui nous permettent d'avoir un niveau minimum de sécurité et donc qui permettront, on l'espère, d'éviter de tels piratages dans le futur. Alors Uniskip, j'imagine aussi que des mesures sécuritaires sont prises dans ce sens, mais il y a une question qui me revient. Quand on parle de FinTech, toutes ces nouvelles technologies s'appuient sur les connexions Internet en griffe. On le sait, l'Afrique n'est pas aussi couverte que cela, avec ce faible taux de couverture en Internet. Est-ce que vraiment la finance digitale, la FinTech a sa place sur le continent? La FinTech a sa place partout dans le monde. On parle souvent de fracture numérique quand on parle de ces difficultés. Moi, je voudrais dire une chose, c'est que la fracture numérique, elle existe et elle n'existe pas. Quand on est au fin fond des États-Unis, on ne capte pas. Pourtant, il y a des solutions technologiques. Quand on est au fin fond de la France, on monte dans les montagnes, on ne capte pas. Pourtant, il y a des solutions technologiques. Bon, ici, on a les mêmes problématiques. Quand on est à Abidjan, ça va, on monte à Séguéla. Entre Abidjan et Séguéla, il y a des zones qui seront des zones grises. C'est pas grave. Aujourd'hui, les fintechs sont là justement avec les banques pour trouver des solutions qui vont fonctionner dans ces zones grises. L'enjeu, c'est ça. Et je pense que c'est justement cette cohabitation, cette coopération entre ces différents acteurs. Nous, on a besoin de travailler avec les banques, on a besoin de travailler avec des sociétés comme HPS pour réussir à offrir un service le plus précis et le plus adapté aux populations. Donc, les problématiques, elles existent, on est là pour trouver des solutions. D'accord, les problématiques sont là. Une autre problématique qui me revient sur le continent africain, on le sait, c'est vraiment ce qui est le plus développé en termes d'activités, ce sont les activités informelles, c'est l'agriculture. Comment est-ce que la finance digitale vient aider ce secteur à vraiment s'élever? Alors, peut-être avant qu'on revienne sur l'agriculture, je voudrais revenir sur la question précédente concernant les zones blanches en termes de couverture Internet. C'est un aspect qui est connu depuis très longtemps. Nous, chez HPS, quand on a commencé à fournir des solutions mobiles, les premiers aspects, c'était il fallait que la solution fonctionne lorsque le téléphone n'est pas connecté. Lorsqu'il est connecté, à l'époque, c'était de la 2G, on ne parlait pas encore de 3G ou 4G. Il fallait permettre même de supporter le SMS, c'est-à-dire pouvoir permettre au téléphone d'échanger avec le serveur de l'institution financière via des SMS qui soient suffisamment confidentiels, cryptés, chiffrés, etc. Donc c'est des problématiques qui sont connues et aujourd'hui la plupart des fournisseurs de technologie savent que et même pas de manière particulière, exclusivement en Afrique, partout dans le monde, les téléphones ne sont pas connectés en permanence et n'ont pas une connexion haut débit permanente. Donc certaines opérations devront être probablement décalées lorsque le téléphone aura une connexion, mais les solutions mobiles aujourd'hui, dont de ce que j'ai compris la solution de Uniskip, sont aujourd'hui capables de fournir des services même lorsque la personne n'a pas de réseau. Voilà. Et donc pour revenir sur votre question sur
sur l'agriculture et secteur Le informel. secteur informel, le secteur la informel. finance. Je pense que peut-être Monsieur Gel sera peut-être plus à même à répondre à cette Alors donc je question. me retourne vers vous, Monsieur Gène. Comment est-ce que, on va dire, la finance digitale, le digital va vraiment impacter le développement de ces secteurs? Alors, le secteur informel, c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet qu'il faut embarquer parce qu'on a une multitude de personnes qui travaillent du matin au soir, de 6h du matin à 2h du matin, et qui ont besoin de solutions pour fonctionner. Alors, ce qu'on a fait, c'est que par exemple, on a fait une étude de marché qui a duré 2 ans. 2000 femmes, agricultrices, analphabètes, sur 5 pays. 5 pays, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. On a travaillé avec ces dames qui nous ont apporté énormément, qui nous ont parlé de leurs problématiques pour sourcer des produits, pour vendre leurs produits, le chaland n'arrive pas jusqu'à elles, les produits pourrissent bord champ parce qu'il n'y a pas d'acheteurs, elles ont besoin de mettre de l'argent de côté pour payer les études des enfants, elles ont besoin de... C'est compliqué, d'accord? Donc, on a trouvé, dans un premier temps, avec elles, une solution. La première solution, c'est j'ai besoin de mieux gérer ce que je fais au quotidien. J'ai besoin à la fin de la journée de savoir combien j'ai vendu de produits, qu'est-ce que j'ai réalisé comme marge, qu'est-ce que j'ai réalisé comme bénéfice, quels sont les produits qui me rapportent le plus. Mais j'ai aussi besoin de savoir, parce que je ne suis pas forcément allé à l'école, j'ai besoin qu'on me dise combien je dois vendre tel produit. Si je mets 5 francs, 10 francs de plus sur tel produit, à la fin du mois, je vais avoir suffisamment d'argent pour mettre de l'argent de côté pour les études de mes enfants. Tout ça là, on a intégré tout ça dans une application et on a fait surtout en sorte que la maman, celle qui ne sait vraiment pas lire et pas écrire et qui veut prendre de l'argent pour acheter à une autre maman, elle va aller dans une messagerie, un WhatsApp qu'on a intégré dans l'application, elle va sélectionner, elle va cliquer sur un billet de 5000, elle va cliquer sur un billet de 500, elle va cliquer sur une pièce de 50 et elle va envoyer. Et avec un jeu de couleurs et un jeu de billets, on va faire en sorte que ce qu'on fait au quotidien, on arrive à le faire par le digital, sans exclure personne. Donc les solutions sont possibles. Sur le volet agricole, on a des grosses filières, des pays qui sont numéro 1 en production de certains produits. Et on se rend compte que ces places de numéro 1 se perdent. Elles se perdent pourquoi? Parce que ces planteurs, ces agriculteurs, ceux qui élèvent, sont de moins en moins riches. Leur activité leur apporte de moins en moins. Alors, ça leur apporte de moins en moins parce qu'on a des énormes réseaux qui impactent des sommes importantes à un certain niveau, et ces sommes passent par des réseaux d'intermédiaires en intermédiaires, d'intermédiaires en intermédiaires, et quand ça arrive au niveau du planteur, de l'agriculteur, de l'éleveur, il n'y a pas assez. Nous, on pense que la digitalisation de tout ça, là, ça permet de faire en sorte que l'intermédiaire numéro 3 ne puisse pas toucher à plus de X% de la somme qu'il a entre les mains. Parce que le digital permet de la sécuriser, permet de la bloquer. Quand ça passe entre ses mains, il peut toucher que, par exemple, 10% de la somme, pour ses besoins personnels. Aujourd'hui, il se passe quoi? Il a un sac à dos, de l'argent, et puis sa voiture tombe en panne, il paye. Il s'arrête dans un maquis, il paye. Et à la fin, il n'y a pas assez pour l'agriculteur. Donc, il y a énormément de solutions très simples. Moi, je vous parle de manière très pragmatique, très terre-à-terre. Et ces solutions, elles ne sont pas arrivées de la tête de polytechniciens, etc. Elles sont arrivées parce qu'on s'est posé et on a discuté avec ces dames, avec des chefs de village. Ils nous ont accueillis longtemps, dans plusieurs pays, et on s'est rendu compte qu'en fait, qu'on soit au Cameroun, qu'on soit au Congo, en RDC, qu'on soit en Côte d'Ivoire, qu'on soit au Maroc, les problèmes sont les mêmes. Les cultures sont différentes, la manière de parler, de discuter, de danser, de manger sont différentes, mais les problématiques sont les mêmes. Et c'est celles-ci qu'on arrive à résoudre avec le digital. Alors, et quand, à vous entendre, quand je date, est-ce que vous pensez que la finance digitale a vraiment sa place sur le continent africain? C'est un grand laboratoire? Oui, la carte bancaire, c'est le premier maillon de la finance digitale. C'est la première virtualisation de la monnaie. Donc, depuis le démarrage de la carte bancaire, et HPS en est un bon exemple, depuis le démarrage de la carte bancaire, on a commencé à rendre des affaires plus vertueuses parce que les encaissements plus simples, parce que avec une carte bancaire, on se déplace dans un pays, on part de Côte d'Ivoire, on va au Togo, on va pouvoir payer avec une carte bancaire. Bien évidemment, s'il y a un TPE, voilà, il y a toutes ces solutions-là, mais c'était le premier maillon. Aujourd'hui, avec le smartphone, on va réussir à étendre ça. Donc la finance digitale, je pense que c'est le nerf de la guerre.
Donc c'était un peu ça ma question, il y avait un petit sous-entendu parce que c'est quand même les premiers pas pour aller vers la bancarisation formelle, mais autre chose, il y a cet aspect de sécurité dont j'évoquais tout à l'heure, mais il y a plus le volet corruption. Est-ce qu'avec la finance digitale, tout ce qui est fait, c'est quand même, il y a une certaine traçabilité, on évite des transactions directes, est-ce que ça agit sur le volet, on va dire, baisser la corruption ? Ça peut agir. Ça peut être un très très bon outil pour justement lutter contre cette dérive. Vous avez parlé de l'aspect traçabilité. Effectivement, le cash, aujourd'hui, on n'a pas de corruption qui se fait par virement électronique. Donc le cash est l'outil pour ce genre de choses. C'est l'un des avantages de la finance électronique, mais c'est clairement pas le seul. On a la possibilité de savoir effectivement où va l'argent, par où il est passé, ce qu'on n'a pas avec le cash. Et pour revenir sur votre question précédente, qui concernait donc est-ce que le paiement électronique a sa place en Afrique, je pense très clairement que si on n'avait pas eu... l'Afrique aujourd'hui est le meilleur exemple du succès de la mobile money dans le monde. Ce n'est pas le seul continent ou la seule région dans laquelle la mobile money opère, mais très clairement, on a vu que c'est quelque chose... La mobile money est née ici et a explosé ici. Et effectivement, le paiement électronique ne se limite pas à la mobile money, très clairement, mais je pense que la population africaine s'est parfaitement emparée de cet outil-là en se disant bon, on a un téléphone portable, cet téléphone portable il va nous permettre de consulter des informations, de nous authentifier. Servons-nous de cet outil pour pouvoir avoir accès à des services financiers, d'abord les services financiers de base et puis ensuite des services financiers de plus en plus complets. Alors, on parle beaucoup de transactions numériques, donc de monnaie numérique, et on a vu que ces dernières années, il y a un terme ou on va dire un concept qui se développe assez, ce sont les crypto-monnaies. Ça fait partie des fintechs, les crypto-monnaies, et au niveau de l'Afrique, est-ce que les crypto-monnaies ont leur place ? Alors, sujet sensible ? Non, c'est pas un sujet sensible, mais pour parler d'un sujet, il faut être en maîtrise de définition. Et dans crypto-monnaie, aujourd'hui, on met un peu tout et n'importe quoi. Un pays lance sa crypto-monnaie, une marque, une entreprise décide de vendre dans sa monnaie. Enfin, tout ça, en fait, n'a pas véritablement de lien, de liant. On parle de Bitcoin, il y a une expérience avec une énorme société qui a fait parler d'elle récemment. Tout a du sens à partir du moment où c'est bien mis en place, à partir du moment où c'est régulé. La régulation, elle est nécessaire. Et la régulation, le problème, c'est qu'elle se fait toujours a posteriori. Il faut de plus en plus, travailler sur de l'anticipation, parce que le fait de réguler a posteriori entraîne les dérives et abîme quelque chose qui peut apporter énormément. Donc les crypto-monnaies, moi je pense que c'est extraordinaire. Associer correctement aux devises locales, associer correctement au change de devises interpays, parce que ce sont des enjeux qui sont importants, qui sont essentiels également pour les populations. Donc oui, je réponds oui à votre question à partir du moment où on prend à bras-le-corps le sujet de la régulation. HPS, vous développez aussi la crypto-monnaie ou des services pour essayer de réguler cela ? Alors, je suis totalement d'accord avec la réponse de Monsieur Gène par rapport à ça. Effectivement, il y a à boire et à manger dans les crypto-monnaies. D'ailleurs, j'aime pas trop le terme de crypto-monnaie parce qu'on va pas se mentir, la plupart des gens qui utilisent aujourd'hui ces outils-là s'en servent plus à vocation spéculative plutôt qu'à vocation de paiement. Très clairement, depuis la création du Bitcoin, il y a à peu près une douzaine d'années, il y a eu énormément d'arnaques. Il y a eu, pas que, mais il y a eu énormément d'arnaques, beaucoup de gens qui partaient avec la caisse, tout simplement parce qu'il n'y a effectivement pas de régulation, pas de standardisation. Beaucoup de personnes y ont vu le moyen d'éviter la traçabilité du fisc, y ont vu le moyen de lever de l'argent facilement sans suivre justement les
les régulations dans les pays dans lesquels ils opèrent, une anonymisation qui en fait au final n'est pas réelle d'ailleurs, parce que toutes les opérations sont tracées dans un énorme registre qui est consultable par tout un chacun. Donc aujourd'hui, et on l'a vu d'ailleurs justement au Next FinTech Forum, les acteurs qui eux sont dans les clous appellent à plus de régulation pour pouvoir justement permettre à rétablir la confiance et permettre aux utilisateurs et aux utilisatrices finaux de pouvoir séparer les plateformes sérieuses des plateformes qui ne le sont pas. Nous, chez HPS, aujourd'hui, nous sommes principalement concentrés sur ce qu'on appelle les monnaies numériques de banque centrale. La réponse des banques centrales depuis quelques années sur la position de Meta, Facebook, qui en 2019 a annoncé vouloir lancer sa propre crypto-monnaie, qui s'appelait à l'époque Libra, qui entre-temps a été stoppée. Les banques centrales y ont vu une menace à leur monopole d'émettre de l'argent. Et donc, elles ont, je crois qu'on a près de 90% des banques centrales dans le monde qui sont actuellement à divers niveaux de maturité d'études pour pouvoir lancer leur propre monnaie numérique. Donc une monnaie numérique nationale pour chaque pays. Le FMI souhaite à ce qu'il y ait beaucoup plus de standardisation autour de cela. C'est-à-dire que pour l'instant, on a vraiment des bacs à sable à gauche, à droite, tel pays qui essaye quelque chose. Et HPS propose aujourd'hui de conseiller ces banques centrales en Afrique et ailleurs pour pouvoir les aider à lancer leur monnaie numérique, pour pouvoir à terme fournir des solutions toujours plus sécurisées, transparentes et simples pour les populations, mais également pour pouvoir faciliter les échanges de gros et, on n'en a pas encore parlé aujourd'hui, mais je pense qu'on va en parler, les virements internationaux, la rémittance, réduire les coûts, augmenter la traçabilité, augmenter l'instantanéité de ces opérations. Et donc, l'Europe étudie un euro numérique, les États-Unis aussi. Beaucoup de pays se sont lancés là-dedans et on peut gager que dans 10, 20 ans, on aura beaucoup plus de standardisation et beaucoup plus d'interopérabilité sur ces monnaies numériques de banque centrale. Alors je retiens une notion qui est revenue de part et d'autre. Vous avez parlé de confiance dans ces opérations, vous aussi vous avez parlé de confiance. Alors on sort, il y a quelques jours, on a connu en Côte d'Ivoire l'organisation du Next FinTech Forum 2022 qui vient de refermer ses portes sur le développement et la confiance autour de la finance digitale. Comment est-ce que vous voyez le développement, la construction de cette confiance et l'essor de la finance digitale dans les années à venir en Afrique? Alors, quand on a des échanges, des débats comme celui qu'on a aujourd'hui, on participe à créer de la confiance parce qu'on met des mots sur des concepts qui peuvent paraître assez barbares. Je dis barbares parce que tout le monde en parle, beaucoup ne comprennent pas, mais tout le monde en parle. Donc on entend un mot, on ne sait pas ce que c'est, et puis on a l'impression d'être à côté. Donc plus on va communiquer correctement, de manière compréhensible, plus on va générer de la confiance. Après, on a des acteurs dans le marché, dans le domaine. Ces acteurs, en fait, doivent s'assurer d'être entre les lignes. Parce que tous les acteurs qui seront borderline ou en dehors des lignes abîmeront le travail de tous ceux qui sont en train de faire un travail de précision. Tous ceux qui mettent du temps, qui mettent de l'investissement dans une certaine forme de rigueur, parce qu'on ne plaisante pas. On joue en fait avec l'argent des gens. Et si aujourd'hui on donne la possibilité à une personne de mettre son argent, de transactionner ou de transacter, je ne sais pas quel terme est le bon, d'épargner, donc de stocker de l'argent qui va servir à, je sais pas moi, acheter une voiture, construire une maison, financer l'étude des enfants, anticiper sur son avenir, sur sa retraite. Il faut qu'on soit en capacité de générer de la confiance, mais d'être un organe, un tiers de confiance. Et pour ça, il faut qu'on fasse un vrai travail de fond et on est obligé, contraint, de travailler
avec les organismes un petit peu satellites, avec les banques, les fintechs, et surtout d'avoir une régulation forte. Pas une régulation qui contraint, mais une régulation qui est dans le contrôle bienveillant. Dans le contrôle bienveillant et dans un investissement qui va permettre à ces entités de croître, toujours au bénéfice du plus grand nombre. Parce que si la seule régulation, elle est pour le petit nombre, ceux qui ont beaucoup, ceux qui sont riches, ceux qui ont déjà tout, ça ne marche pas. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Donc il faut tendre vers quelque chose d'un peu plus universel. La régulation, elle est essentielle. Rien ne fonctionne dans le chaos. Régulation, je retiens ce terme, je me retourne vers vous, M. Gilles Rayon. Comment est-ce que vous voyez la finance digitale dans 15, 20, 30 ans sur le continent africain? Une chose est sûre, aujourd'hui, la croissance du continent africain est exponentielle. Et cette croissance exponentielle sera accompagnée par la démocratisation de l'accès aux services financiers. La population, ses exigences ne cessent de croître également. Et donc, nous pensons que cette population-là sera de mieux en mieux servie avec le temps. Et comme le dit très justement M. Gene, aujourd'hui, peut-être que la population peut se satisfaire de services financiers basiques, mais très rapidement, la démocratisation de d'autres usages, la microassurance, les microcrédits, voire aussi d'autres accès pour pouvoir spéculer, d'autres services pour pouvoir se spéculer, deviendra de plus en plus critique. Donc nous sommes persuadés que la population africaine, si tant est qu'il est possible de la considérer de manière homogène, aura de plus en plus besoin de ces services-là et sera de plus en plus demandeuse de ces services-là, des services que nous connaissons aujourd'hui, des services que nous avons actuellement dans notre laboratoire et les services sur lesquels on n'a absolument encore aujourd'hui aucune idée. La finance digitale, l'avenir de l'Afrique, on peut le dire, l'avenir de la finance, mais on retient démocratisation du système financier, régulation contrôlée et bienveillante. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, aujourd'hui nous parlions des enjeux de la finance digitale sur le continent africain et nous étions avec M. Olivier Gene, directeur général de Uniskip Group, et M. Gilles Rayon, Senior Advisor Business Innovation chez HPS. Merci encore pour vos contributions. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite au programme sur nos antennes.